Maghreb Orient Express, bienvenue à tous. Ils ont porté la plume dans la plaie. Deux grands écrivains viennent de nous quitter. Le Sud-Africain André Brink, écrivain engagé contre l'apartheid. Et puis l'une des plus grandes plumes de la francophonie. L'académicienne Assia Djebar est morte à l'âge de 78 ans. L'écrivaine algérienne avait été élue à l'Académie française en 2005. Première personnalité du Maghreb élue dans cette prestigieuse institution. Elle avait commencé sa carrière littéraire en 1957 avec La Soif, suivie en 1958 du roman Les Impatients. Son œuvre littéraire est traduite en 23 langues. La romancière sera enterrée selon ses vœux dans son village natal de Cherchel. C'est à l'ouest d'Alger. Une femme connue pour son engagement en faveur des droits des femmes. Elle disait par exemple « J'écris comme tant d'autres femmes écrivains algériennes avec un sentiment d'urgence contre la régression et la misogynie ». On citera également cette phrase s'agissant de la langue française « J'écris donc en français », disait-elle, langue de l'ancien colonisateur qui est devenue néanmoins et irréversiblement celle de ma pensée. Les hommages se multiplient aujourd'hui encore pour saluer la mémoire d'une grande intellectuelle. Écoutez Kautar Archi qui a consacré sa thèse à Assia Djebar. Assia Djebar, c'est une très grande femme qui a été une sorte de consciente vivante pendant la guerre d'Algérie et puis pendant toute la période qui a suivi. Et puis surtout, c'est une grande écrivaine qui a tout de suite, entre guillemets, compris la nécessité d'être à la fois présente sur le front du féminisme et aussi sur le front de la lutte anticoloniale. Je crois que la relève est assurée parce qu'Assia Djebar a une œuvre qui a eu une grande fortune, qui a été traduite très largement. Elle est connue dans le monde entier. Donc moi j'ai confiance. Je suis certaine que des écrivains et des écrivaines vont savoir s'emparer de son œuvre et en faire quelque chose de très grand et de très humain. Kautar Archi au Maghreb, des livres auxquels vous participez vous aussi. Sylvie Harkoun, bienvenue à vous. Vous êtes l'auteur du livre Les vies de Mohamed Harkoun aux éditions PUF. Mohamed Harkoun, votre père, c'était un islamologue réputé. Il nous a quittés il y a presque 5 ans. Et vous participez donc au Maghreb des livres. C'est à l'Hôtel de Ville à Paris. Avec nous également Jérôme Fritel. Merci d'être avec nous. Vous êtes réalisateur du documentaire Daesh, naissance d'un État terroriste, diffusé le 10 février après-demain, donc sur Arte. Ce sera au cours de la soirée spéciale Enquête au cœur de l'État islamique. Avec nous également Hafid Aboulayan, merci d'être avec nous. Vous êtes comédien, metteur en scène, écrivain. Vous participez également au Maghreb des livres. Votre premier roman s'appelle 31 février, roman qui paraît chez Plomb. Jérôme Fritel, l'organisation État islamique contrôle aujourd'hui un territoire grand comme la moitié de la France, peuplé de 10 millions d'habitants, à cheval sur la Syrie et l'Irak. On a encore vu cette semaine ce coup de force de cette organisation avec la mise à mort soigneusement mise en scène d'un pilote de guerre jordanien. Les djihadistes ont mis en place une redoutable stratégie de communication. Je vous propose de regarder sans plus tarder un extrait sur ce point précis de la communication. C'est donc extrait de votre documentaire. Ils inventent même un slogan, Bahia, l'État islamique restera. Un slogan de campagne comme le Yes We Can de Barack Obama. Tous les djihadistes, quand ils prennent un point stratégique, une ville, ils font une vidéo, Daoul Islam, et tout le monde crie Bahia. Et ainsi de suite. C'est parti d'une vidéo de l'État islamique, c'est utilisé par tout le monde, c'est utilisé par les djihadistes en Tunisie quand ils vont faire une manifestation, c'est utilisé par des Libanais à Tripoli quand ils manifestent, ça devient un cri de guerre. C'est du marketing. Derrière ce discours restera, c'est-à-dire que même s'ils peuvent retourner dans la clandestinité, même s'ils peuvent être affaiblis, Dawat Islam Bahia, sous-entendu, l'Amérique ne peut pas gagner. Et ça, Al-Qaïda n'a jamais pu faire ça. Et vous le rappelez, Jérôme Fritel, dans ce documentaire, le groupe État islamique était inconnu il y a 1 an. Il est né, on le rappelle, il y a plusieurs années sous l'occupation américaine. Il s'appuie donc sur une campagne bien rodée de stratégie. Il a même su, on apprend dans votre documentaire, ringardiser, entre guillemets, Al-Qaïda. Comment s'opère cette stratégie de communication ?
C'est vraiment l'une des principales différences avec Al-Qaïda, c'est la communication extrêmement sophistiquée de l'organisation Daesh. Ils ont des gens qui sont très compétents dans ce domaine-là. On parle de marketing politique, même du marketing djihadiste en fait. Cette communication, elle a un double rôle. D'abord, elle s'adresse aux gens qui sont situés à l'extérieur du territoire contrôlé par l'organisation pour essayer de les séduire en leur montrant que Daesh est en train de construire l'État rêvé des musulmans sunnites, de la communauté sunnite entre la Syrie et l'Irak, donc pour essayer de les attirer. Et en même temps, c'est une communication extrêmement agressive, belliqueuse, guerrière, qui s'adresse aussi aux ennemis de Daesh. Et on a pu le voir notamment au moment de leur conquête militaire, au moment de la prise de Mossoul. Ils avaient pris soin d'envoyer des messages aux officiers de l'armée irakienne en leur disant « Voici ce qui vous attend si vous nous résistez ». Ils leur envoyaient des messages et des images de décapitation ou de torture absolument horrible, et ce qui explique qu'au moment où ils sont arrivés aux portes de Mossoul, l'armée irakienne a préféré s'enfuir sans combattre. Donc on voit que c'était extrêmement efficace, cette politique de terreur vis-à-vis des ennemis, et aussi cette politique de séduction vis-à-vis des recrues potentielles situées à l'extérieur. Il y a aussi ces vidéos qui reprennent les codes du cinéma pratiquement hollywoodien, des jeux vidéo également. Vous avez essayé de ne pas tomber dans le piège dans votre documentaire. Est-ce que vous diriez que certains médias qui font le choix de montrer non pas des vidéos bien entendu de décapitation, mais de montrer par exemple des otages agenouillés avant leur décapitation, est-ce que vous diriez qu'ils font le jeu de cette organisation? C'est très compliqué de savoir ce qu'il faut diffuser ou pas. C'est vrai que ces décapitations sont aussi des informations. Alors après, jusqu'où montrer et quoi ne pas montrer, c'est extrêmement difficile de savoir parce qu'on est face à une situation où on a très peu d'informations libres et quasiment aucune image libre. Pour notre part, dans le documentaire, on a essayé de ne pas relayer leur communication parce que c'est vrai qu'à partir du moment où on diffuse ces images, quelque part, on relaye leur propagande. Donc on a essayé justement de contrôler ça et d'utiliser au maximum des images libres, et notamment, je pense à un groupe de résistants syriens qui sont des gens extrêmement courageux, qui sont des résistants médiatiques, qui ont monté un site d'information libre et qui, au péril de leur vie, font des allers-retours entre Raqqa, donc la capitale autoproclamée de Daesh en Syrie, et la Turquie, et ramène des images indépendantes. Voilà, c'est pratiquement la seule source d'images indépendantes. Alors ce que l'on comprend aussi et ce que l'on découvre dans votre documentaire, Jérôme Frittel, c'est que pour être responsable au sein de cette organisation, il faut être passé par les prisons américaines. C'est le cas du calife autoproclamé Abou Bakr al-Baghdadi. Hicham al-Hashmi est un homme proche des services de renseignement irakiens. Il piste les cellules clandestines, évalue le nombre de djihadistes infiltrés, plus de 2000, et suit l'ascension de leur chef, Abou Bakr al-Baghdadi, un ancien étudiant en théologie. Dans la culture islamique, celui qui étudie plus de 4 années à Bagdad pour acquérir des connaissances religieuses peut prendre le surnom d'al-Baghdadi, en référence à la ville. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Il a quitté la ville de Samarra pour venir apprendre la loi islamique, la charia, à Bagdad. Il a étudié à la faculté des sciences islamiques. Cette période a transformé sa pensée. Au départ proche des frères musulmans, il a adopté la pensée salafiste. Après, il a été arrêté par les Américains à Fallujah et emprisonné. Ça a été un déclic dans sa vie. Du coup, al-Baghdadi s'est encore plus radicalisé et a rejoint le camp des djihadistes. Jérôme Frittel, outre cet aspect communication, outre le leader de cette organisation, il y a aussi l'économie, le nerf de la guerre, comme on dit souvent. Et là, on apprend quelque chose d'assez stupéfiant que l'on commence à savoir depuis quelques semaines, c'est qu'il y a bien entendu par le passé sans doute eu des financements extérieurs, mais qu'aujourd'hui, le groupe État islamique est absolument autonome. Complètement. Et c'est encore une autre différence avec Al-Qaïda, qui était financé d'une manière traditionnelle par des mécènes extérieurs. On considère que Daesh s'autofinance à 95%. Comment? Tout simplement en contrôlant les richesses naturelles qui existent sur les territoires qui sont aujourd'hui sous son contrôle. Je pense plus particulièrement au pétrole en Syrie et surtout le pétrole en Irak, qui génère entre 500 000 et 1 million d'euros par jour. Mais c'est peut-être un tabou, mais à qui le vend-il? Il se dit qu'il pourrait se retrouver dans des pays européens occidentaux. Est-ce vrai?
Oui, c'est possible. Sur le papier, c'est possible. Le pétrole passe par la Turquie. Voilà, c'est des réseaux de trafiquants qui arrivent à faire sortir le pétrole via la Turquie. Après, c'est du pétrole brut, non raffiné. C'est absolument intraçable. Après, il peut être mélangé avec du pétrole légal, exporté parfaitement légalement. Et de toute façon, ce sera impossible de faire la part entre le pétrole illégal et le pétrole légal. C'est vrai que c'est surtout via la Turquie que ce pétrole est exporté aujourd'hui et qui assure des revenus absolument colossaux. Alors Sylvie Harkoun, on a appris courant janvier que selon l'Associated Press, organisation de presse américaine, que les combattants du groupe État islamique auraient pris possession de la bibliothèque de Mossoul en Irak et qu'ils auraient brûlé 2000 livres jugés impies. Voilà qui aurait fait bondir votre père, Mohamed Harkoun, qui se battait pour lui justement un islam en tous les cas éclairé entre guillemets. Alors vous, ce n'est pas une biographie que vous nous livrez et encore moins une présentation de sa pensée. Vous racontez l'enfance de votre père, sa formation auprès des Pères Blancs. Vous racontez aussi son arrivée en France dans les années 50, la rencontre avec votre mère, c'est le volet de la vie privée, la tourmente de la guerre aussi, et puis bien entendu le message d'ouverture lancé à ses frères en religion. Qu'est-ce qui vous a conduit, Sylvie Harkoun, à une telle quête ? Après le décès de mon père, je me suis rendu compte que je connaissais mal l'homme, son œuvre. Et je me suis aussi rendu compte de la portée de sa pensée, de sa parole sur un certain nombre de gens qui l'avaient écouté ou qui l'avaient lu. Ça m'a beaucoup frappée. Et j'ai beaucoup de gens qui sont venus vers moi que je ne connaissais pas. Et je me suis pris de passion pour cette enquête sur mon père. J'ai eu envie de découvrir vraiment qui il était. Mes origines aussi, parce que c'est un homme très mystérieux et il nous avait vraiment coupé de l'Algérie, de la Kabylie, de sa Kabylie natale. Donc j'avais une forte curiosité pour découvrir quel homme il était et quels avaient été ses combats. Et j'ai vraiment aussi ressenti que la pensée de mon père, de Mohamed Harkoun, était une pensée absolument essentielle dans tout ce qu'on vit aujourd'hui, dans cette violence. En quoi, justement, elle est révolutionnaire, iconoclaste, diront certains, en tous les cas importante, à l'aune de ce que l'on vit aujourd'hui ? C'est un homme qui avait eu deux intuitions. Une première intuition qui était, au moment où il a fait sa thèse en France dans les années 60, l'étude d'un islam du Xe siècle qu'il considérait comme un islam des Lumières, qui était un islam absolument ouvert aux sciences, à tous les domaines de la connaissance. Et il a fait sa thèse sur Miskawayh, qui était un grand penseur persan et qui était justement le grand patron de la bibliothèque de la Perse de cette époque. Ouais. Et il en a vraiment... c'était pour lui un jumeau intellectuel. Et sa deuxième intuition, ça a été la relecture du Coran, la lecture du Coran avec les outils des sciences humaines. Comme il est arrivé en France dans les années 60, il a été absolument baigné dans les sciences humaines, l'anthropologie, l'histoire, la sémiotique. Et il a vraiment eu envie de relire le Coran à la lumière des sciences sociales, des sciences humaines, qui étaient absolument en ébullition dans cette période-là. Voilà. Et c'est la conjonction de ces deux idées qui me paraît très intéressante et qui ouvre sur une nouvelle connaissance de l'islam. Afid Aboulayan, il me semble que vous avez déjà rencontré, vous, Mohamed Harkoun, c'était au Maroc. C'était au Maroc en 2009. J'ai eu l'occasion de le rencontrer une fois dans ma vie. C'était un grand honneur pour moi et je tenais à saluer la mémoire de ce grand monsieur qui était un grand penseur et dont on a besoin de découvrir sa pensée aujourd'hui. Alors justement, on va regarder, si vous le voulez bien, un extrait. C'était chez nos confrères d'Arte. C'était en 2005, il me semble, il y a 10 ans. Donc Mohamed Harkoun était invité. On écoute. Ils enfoncent encore les gens dans l'ignorance. Ils les enfoncent dans le discours de victimisation au lieu de dire « fini la victimisation ». Il faut faire une étude critique, radicale des textes musulmans. Il faut lire entièrement l'histoire de l'islam avec les outils de la connaissance scientifique. Voilà le langage dont nous avons besoin. Et le musulman modéré, je ne l'aime pas, moi, cette expression. Pas plus que je n'aime la référence à l'islam authentique. C'est une référence imaginaire. C'est pour faire fonctionner l'imaginaire, car ça n'existe pas, l'islam authentique. Il y a l'islam dans l'histoire, le christianisme dans l'histoire, le judaïsme dans l'histoire. Voilà, un homme cultivé, brillant et passionné, ça fait sourire tout le monde en plateau. Afid Aboulayan, il n'y a pas de musulmans modérés, disait-il. C'est votre point de vue ? C'est mon point de vue, oui.
C'est mon point de vue et après j'ai ma façon personnelle d'interpréter les choses. Donc oui, il y a musulman où on est musulman ou on ne l'est pas. Quoi. Ouais. Voilà. Sylvie Harkoun, on entendait votre père dans cet extrait et dans cette même émission, il a aussi dit, il a aussi mis en garde contre ce qu'il appelle le clash des ignorances. Il se battait aussi contre le déficit côté européen cette fois-ci de ceux qui ne sont pas de confession musulmane. Envers cette religion, à savoir ne pas connaître Averroès, Avicenne, la Perse que vous avez citée, etc. C'est aussi un de ses chevaux de bataille. Hein. Oui, il considérait qu'il y avait un déficit des deux côtés, du côté du monde arabo-musulman sur un espèce de tunnel théologique concernant l'islam depuis cette période passée. Il y a eu 10 siècles où il n'y a pas eu vraiment de recherche théologique. Et puis du côté de l'Occident, une ignorance absolue ou un intérêt sur ce qu'est l'islam et sur la recherche scientifique à alimenter sur l'islam. Donc en fait, il était assez critique des deux côtés. Jérôme Fritel, vous avez bouclé votre documentaire avant les attentats en France, il me semble. Si vous deviez donner une suite, est-ce que vous mêleriez peut-être des attentats qui ont eu lieu sur l'Hexagone, qui ont eu lieu en Occident, dont certains des auteurs se réclament de cette organisation? Est-ce que ce n'est pas là aussi le risque de créer un amalgame entre une religion, entre des fidèles et une organisation qui combat au sein de deux pays et qui est engagée dans une guerre? Je pense que jusqu'à maintenant, en Occident, principalement en France, on avait une vision de Daesh comme une bande d'égorgeurs analphabètes. Ce qui m'intéressait, c'était de dépasser, ce qu'ils sont effectivement, mais de dépasser l'émotion et d'essayer de comprendre comment une organisation peut contrôler un territoire aussi grand. Les réponses, elles étaient allées chercher en Irak principalement, parce que c'est là où elle est née. Donc, mon travail a été d'essayer de recontextualiser un petit peu l'organisation Daesh et d'essayer de comprendre comment on est arrivé à ce moment de l'histoire. Elle n'est pas née en 2014, elle prospère depuis des années. Et donc, il y a un ancrage régional, il y a un ancrage local, il y a des raisons qui existent. On arrive à la deuxième génération du djihadisme, effectivement, qui est née sous l'occupation américaine. Donc, vous racontez par exemple comment ils installent l'électricité dans les villages, vous racontez aussi comment ils achètent les cadres locaux, si l'on peut dire, souvent sunnites d'ailleurs, qui prennent leur revanche contre un gouvernement chiite qui les a ostracisés. C'est une organisation extrêmement sectaire, hein, qui réserve un traitement terrible aux minorités, donc qui s'adresse exclusivement aux sunnites. Mais c'est vrai qu'il y a une ambition politique derrière. C'est pas uniquement du terrorisme, il y a la volonté de créer un État, et effectivement, que ça plaise ou non, aujourd'hui, on est obligé de les regarder comme une entité qui est un peu plus qu'une organisation terroriste classique, qui n'est pas encore un État au sens classique, au sens où on l'entend, quelque chose d'hybride. On ne sait pas très bien comment faire avec ça. Et on va revenir avec vous après sur l'état des lieux des combats, voir si ce groupe a été affaibli ou non par la coalition internationale dans quelques minutes. Mais d'abord, on va souffler un peu quand même avec vous, Hafid Aboulayan. 31 février, une comédie, pourrait-on dire 50% berbère, 50% française et 100% délirante. Alors d'abord, on vous connaît comme réalisateur. Hein. Qu'est-ce qui vous a incité à prendre la plume et à écrire ce premier roman? C'est un de vos challenges? Ça a été par la suite un de mes challenges, mais au fait, l'idée à la base, c'était un scénario. C'était un scénario de film que j'avais écrit avec mon co-auteur Marc Gautron et qui par la force des choses, on avait beaucoup de mal à trouver les financements pour développer la partie vraiment dramaturgique de l'histoire. Et puis au fur et à mesure des rencontres, j'ai rencontré une grande dame qui s'appelle Muriel Beyer, qui travaille aux éditions Plomb, que j'ai eu l'occasion de rencontrer au Maroc, et qui a lu le projet, qui m'a proposé de le développer en roman. Moi, je me suis dit, bon, écoutez, moi, j'ai pas la prétention d'être un écrivain, mais pourquoi pas? On pourrait trouver différents voies et moyens pour pousser nos épaules. Elle m'a dit, mais vous inquiétez pas, écrivez quand même. Voilà. Donc, au fur et à mesure, à partir de là, il y a eu un contrat qui a été fait, et puis voilà, l'aventure est partie sur un... Alors, 31 février, c'est l'aventure, c'est le cas de le dire, c'est l'histoire de Samy, né d'un père marocain et d'une mère lorraine. Il entraîne ses deux amis avec lui dans des affaires immobilières à Agadir, région d'ailleurs dont vous êtes originaire. Voilà, il est persuadé qu'il peut réussir dans le pays de ses racines. Alors, c'est un voyage qui va s'avérer plus rocambolesque que prévu. Comment est née l'idée de cette histoire? Pure fiction? C'est une pure fiction, parce qu'il y a des générations de Samy, des gens ambitieux, qui ont une quête de s'épanouir socialement, intellectuellement, culturellement. Et pourquoi le point central de l'histoire, j'ai voulu que ce soit Agadir. Pourquoi? Parce que le Maroc, en règle générale, depuis l'avènement du nouveau roi Mohamed VI, il y a des opportunités de
de création d'entreprise. Il y a vraiment une volonté de vouloir faire avancer les choses. Voilà, donner la chance à des gens qui ont des idées. Et donc, à Agadir, je me suis rendu compte au fur et à mesure, j'avais plein d'amis à moi qui ont grandi dans les quartiers populaires, qui faisaient beaucoup d'allers-retours France-Maroc, ou Algérie, ou Tunisie. Mais pour les vacances. Pour les vacances, voilà. Mais aussi, je les voyais petit à petit à vouloir tracer en fait, comme le système européen, il est assez bouclé au niveau, avec la crise financière, je me suis dit, bon, pourquoi pas, il y a un angle à faire là-dessus. Et puis, j'ai travaillé sur ce registre-là, où c'est Samy qui décide de retourner dans le pays d'origine de son papa, à Agadir, pour monter une affaire dans l'immobilier. Puis, ils vont rencontrer plein de personnages où ça va être des chocs des cultures, en fait. Choc des cultures, et parfois, ils sont plus malins au Maroc. Voilà, c'est ça. Alors, on va regarder ce que ça va donner en film, puisque vous êtes en pleine préparation du film. Voici un extrait. Oh, bonjour Samy. Ça va? T'aurais pas vu Fabrice? Je pense qu'elle est allée passer un casting. Il me dit c'est un rôle de névrosé. J'ai dit c'est bon. Je te vois tout à l'heure. Nous naissons par hasard quelque part, et peu à peu, nous créons en nous le lieu de notre origine. J'ai rien compris. J'espère que tu vas trouver du travail, hein. Je sais ce que c'est la galère. T'es près de la voiture, c'est bon? Freinez! Je suis passé à l'agence, là, tantôt. J'ai bloqué les transactions et je viens de planter le système informatique. Tu fais tout à l'envers. C'est pour du business. Ils sont surdiplômés, c'est pas comme toi. T'es un analphabète trilingue, excuse-moi, mais... Freinez! Je tiens les deux bouts, les vendeurs, les acheteurs, je les mets en contact. Boum! Je fais sauter la banque. Voilà, cette fois, c'est le livre qui est sorti avant, donc l'adaptation. Est-ce que vous avez une date ou pas encore de sortie? C'est courant 2016, j'espère. Courant 2016, on espère. Voilà. Alors en 2005, il y a 10 ans, vous avez créé une société de production et de produits de court-métrage et de documentaires de jeunes talents issus de banlieue. Qu'est-ce qui vous a convaincu dans ce projet? Ça fait écho d'ailleurs un peu à ça, comme celui qui veut s'en sortir, qui s'appuie sur le pays des parents d'origine, et puis essayer aussi de donner leur chance à des jeunes ici. Issus des quartiers, parce que j'avais créé cette société à la fois où le fameux slogan malheureusement de Sarkozy, je vais dégager cette racaille, je sais pas, c'était une expression qu'il avait fait quand il était venu lors des au Karcher. Et donc je me suis dit pourquoi pas, on va essayer de démontrer par nous-mêmes qu'il n'y a pas que des racailles dans les quartiers populaires. Précisons que l'ancien président français avait dit ça à la suite de la mort d'un jeune d'origine comorienne qui avait la voiture de ses parents. Oui, mais là c'était un peu... Il y a deux versions qui s'affrontent. Voilà, il y a eu beaucoup d'amalgames qui ont été interprétés, donc je me suis dit, moi j'ai été touché à l'époque, j'étais vraiment, j'étais un peu naïf, ça m'avait beaucoup blessé, et j'ai dit, pourquoi pas, nous on va monter au créneau, on va essayer de faire de montrer ce qu'on sait faire, et c'est parti comme ça en fait. Voilà, j'ai produit une dizaine de courts-métrages, et donc ça a donné à l'issue la continuité de développer un long-métrage, parce que je suis comédien de formation, et donc voilà, je me suis dit, pourquoi pas... donner leur chance à ces jeunes-là, vers ces métiers-là du cinéma. Sylvie Harkoun, vous êtes allée pour la première fois en Algérie et précisément en Kabylie, dans la région de Tizi Ouzou, un an après le décès de votre père. Qu'avez-vous ressenti quand vous y êtes allé, puisque vous n'aviez pas eu l'occasion d'y aller en vacances comme la plupart des jeunes qui vivent ici? Une sensation très étonnante de déjà-vu, c'est-à-dire que effectivement, j'ai attendu l'âge de 48 ans pour aller dans le pays de mon père, dans le village de mon père, dans la maison où il est né, dans son village de Tawert Mimoun. Et j'avais l'impression, c'était assez merveilleux de me sentir chez moi, de retrouver ma famille, de retrouver des lieux, des odeurs, la nature. Voilà, c'était extrêmement émouvant. J'ai fait ce voyage avec ma mère et on a eu l'impression... Elle n'y était jamais allée non plus? Non plus, non plus. Et ça donne envie de faire des choses. Des choses. Vous allez y retourner d'ailleurs prochainement, il me semble. Et il va falloir apprendre un petit peu le kabyle, Sylvie Harkoun. Je me tourne vers vous, Jérôme Fritel. Tout à l'heure, vous parliez de l'organisation bien rodée de ce groupe État islamique. Le Canard enchaîné, dans son édition de mercredi, évoque les liens étroits qu'entretiennent la Turquie et ses services de renseignement avec cette organisation. Il en est aussi question dans votre documentaire. Qu'en est-il au juste ? C'est l'une des clés pour comprendre la situation. Daesh n'aurait pas pu devenir aussi puissant sans la complicité
au minimum passive de la Turquie. Il faut savoir que aujourd'hui, il existe une frontière commune de à peu près 200 km entre la Turquie et Daesh. À travers cette frontière passent dans un sens les combattants qui viennent rejoindre l'organisation et les armes, et dans l'autre sens, le pétrole, on en a parlé, et aussi les combattants blessés qui vont se faire soigner dans les hôpitaux turcs avant de revenir et regagner leur Gaziantep notamment. Gaziantep, Sanliurfa, sont considérés comme des bastions, comme des bases arrières. Alors la question c'est comment faire pression sur la Turquie pour l'obliger à changer de politique, et pourquoi est-ce que la Turquie se retrouve dans cette espèce d'alliance qui est pourtant alliée de l'OTAN et des États-Unis aussi. Alors est-ce qu'il n'y a pas dans votre documentaire, vraiment en quelques mots Jérôme Fritel, il n'y a pas de documentaire de témoignages de membres de cette organisation État islamique? Si vous pouviez le faire, est-ce que vous leur donneriez la parole? D'abord on sait que c'est dangereux, et ensuite éthiquement est-ce que vous le feriez? C'était pas le but de ce documentaire. Moi, je ressentais pas le besoin de leur donner la parole. Pour l'instant, je trouve qu'ils s'expriment énormément via leur propagande. Je pense que c'était important de donner la parole aux civils qui vivent sous leur joug aujourd'hui, et notamment en Irak, on a pu voir des gens simples, de simples Irakiens qui vivent sur le territoire contrôlé par Daesh et qui sortent, qui vont en zone libre pour des formalités administratives ou toucher leur salaire, et qui après reviennent dans la zone contrôlée par Daesh. C'était ces gens-là, moi, qui m'intéressaient. C'était les citoyens. Merci à vous, Jérôme Fritel, Sylvie Harkoun. Merci, Hafid Aboulayan. Merci à vous d'avoir participé à Maghreb Orient Express. On aura l'occasion de vous revoir prochainement dans cette émission. Merci à vous également d'être fidèles à MOE. À dimanche prochain pour un nouveau numéro.